Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Voilà une des belles figures des temps mérovingiens, Bathilde. Son histoire, je peux vous la raconter à partir essentiellement, et c'est toute la limite de l'exercice, essentiellement à partir de son hagiographie, la Vita Sanctae Bathildis, qui a été écrite peu après sa mort et dont il va exister plusieurs versions ultérieures. Tout ça a été constamment remanié, c'est un grand classique. Cette vie de sainte Bathilde, donc, est une hagiographie, et qui dit hagiographie dit sainteté. Je devrais donc appeler cette reine mérovingienne sainte Bathilde, comme il y a par ailleurs sainte Clotilde, épouse de Clovis, sainte Radegonde, belle-fille de Clovis, parce qu'elle était l'épouse de Clotaire Ier. Elle sera l'épouse de Clovis II, le fils de Dagobert Ier, autant dire un siècle et demi plus loin, des générations après. Notez tout de suite que le haut Moyen-Âge a vu émerger cette notion, cette sainteté. C'est en soi un phénomène passionnant qui conjugue, vous l'aurez compris, à travers les exemples que je viens de vous citer, pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Vous avez bien compris que ce sont des reines qui accèdent ainsi, femmes certes, mais reines qui accèdent à la sainteté. Radegonde au VIe siècle, Bathilde donc au VIIe, sont deux reines qu'on a voulu donner en exemple à des populations dont l'ancrage chrétien n'était pas encore tout à fait indiscutable. Qu'est-ce qui va faire la sainteté de la reine Bathilde? Une certaine austérité sans doute, une rigueur assumée dont je vais tenter de vous faire toucher du doigt les causes. La géographe qui nous brosse d'elle un portrait sans doute idéalisé met en avant aussi sa charité. Et à longueur de page, il vante son humilité. À bonnes entendeuses, salut, si je puis dire. On crée tout simplement un modèle pour de très nombreuses épouses et mères qui vont pouvoir s'inspirer en quelque sorte de l'exemple de Bathilde. Voilà comment est conçue cette hagiographie. Ce sont, pour les femmes du royaume franc, en quelque sorte, un modèle à se comporter en épouse parfaite, en mère aimante, en reine éprise de justice et de paix, de bout en bout portée, et c'est le plus important évidemment, par une foi inébranlable. L'Église est en train de s'installer en Gaule à cette époque, dans le royaume des Francs et même au-delà. Bathilde a bénéficié d'un grand rayonnement, en son temps bien sûr, mais aussi peut-être et surtout dans la postérité. Et au-delà de sa vita, de cette Vita Sanctae Bathildis, l'image qu'elle assume va figurer bien plus tard au portail de Saint-Germain-l'Auxerrois, plus près de nous, jusqu'au maître-autel du Sacré-Cœur. Bref, elle devient une figure reconnue, une figure qu'on pourrait presque qualifier de centrale. Franck Ferrand sur Radio Classique. Si l'on en croit donc la Vita, de toute façon on n'a pas tellement le choix, Bathilde arrive sur le territoire de la Gaule en tant qu'esclave, vendue pour un prix modique, nous dit la géographe. Géographe anonyme, vous l'aurez compris. Est-ce qu'il en a rajouté pour la beauté de la démonstration? Peut-être, peut-être pas. Après tout, cette petite jeune femme peut tout à fait être issue de la plus plate des conditions serviles. Elle est vraisemblablement sortie du peuple assez méprisé sur le continent des Saxons d'Angleterre. À l'époque, donc au début du 7e siècle, l'Angleterre est anglo-saxonne. Elle est, peut-on penser, d'origine modeste. Mais il y a quand même des versions ultérieures de la vie de Bathilde qui disent que tout au contraire, elle avait des origines tout à fait aristocratiques, voire royales. Cette dame venait de Saxe et était de lignée royale. Elle fut en sa jeunesse capturée par des mécréants. Ah voilà, alors là ça devient une histoire qui prend un tour romanesque, une petite princesse qui aurait été capturée par je ne sais quel pirate, qui aurait essayé de lui faire perdre sa foi, qui l'ont réduite en esclavage, et voilà comment elle arrive dans la condition servile que l'on sait. Bref, la vérité c'est qu'on ne peut pas démêler le fin mot de cette histoire. Toujours est-il que Bathilde est une esclave, qu'elle est achetée par le maire du palais du royaume franc de Neustrie. La Neustrie, en gros, c'est la Normandie et la région parisienne, et de Bourgogne. C'est un homme très puissant qui s'appelle Erchinoald, et c'est à lui, directement, donc, qu'on l'a vendue.
Vous imaginez bien que pour qu'on vende une esclave à un personnage aussi important, c'est qu'elle devait être d'une beauté extraordinaire. C'est moi qui dis ça, mais je ne vois pas comment il en aurait été autrement. Erchinoald est le plus haut dignitaire après le roi. Vous savez, on est déjà dans cette époque interlope où les mères du palais ont une influence qui ne cessera de croître jusqu'au basculement carolingien. Grande influence sur la politique des royaumes francs. Erchinoald va faire de Bathilde, qui donc est encore adolescente, vous l'avez compris, il fait d'elle sa servante. La Vita nous dit carrément qu'elle lui sert à boire dans sa chambre, ce qui laisse entendre qu'elle jouit au sein de la maisonnée d'un statut particulier pour le moins. Les textes la décrivent comme humble, pieuse, bienveillante, belle, gracieuse, n'en jetez plus. Elle a absolument toutes les qualités. Et c'est vrai que son calme, sa douceur et sa bienveillance reviennent constamment, page après page, ce qui laisse entendre qu'une part de sa beauté devait tenir justement à ce caractère assez angélique, disons les choses. Elle est tellement bien, cette petite Bathilde, que lorsqu'Erchinoald vient à perdre sa propre épouse, il se dit que Bathilde ferait une femme idéale. On est à une époque d'ailleurs où la monogamie n'est pas très observée. J'avais eu l'occasion, à propos d'une série d'émissions sur Charlemagne, de développer un peu ce sujet. Et là, on est encore un peu plus haut, à l'époque mérovingienne. Bref, est-ce que Bathilde va devenir l'épouse du maire du palais ? Non. C'est trop demander à cette jeune femme qui va tout faire pour échapper à ce qu'elle ne veut pas devoir devenir son destin. Elle se cache, le maire du palais la trouve trop rétive, il finit par se décourager. En se voyant aussi manifestement délaissé, il va préférer à Bathilde une autre femme. Et il se dit qu'il a peut-être mieux à faire de cette Bathilde, puisqu'elle est si rétive, si impossible, sous sa douceur et sous son calme habituel. Eh bien, on va l'offrir, à moins qu'il ne s'agisse de la vendre, ça l'histoire ne le dit pas, au jeune roi des Francs, au fils de Dagobert Ier, Clovis II. Il est très probable que dans l'esprit d'Erchinoald, il s'agisse d'un cadeau empoisonné. Il se dit que en mettant dans les jambes de ce gamin royal une telle personnalité, il pourra peut-être le déstabiliser davantage. Bref, le mariage est célébré en 649 et vous ne rêvez pas, il fait bien d'une ancienne esclave la reine des royaumes francs de Neustrie et de Bourgogne. Vous comprenez pourquoi plus tard certains chroniqueurs éprouveront le besoin de trouver des origines princières à cette jeune femme dont on ne peut pas imaginer que, sortie de rien et issue d'une condition servile, elle ait fini par ceindre la couronne. Quand je vous disais que cette jeune femme n'était pas banale. Bref, de cette union royale, mais oui, vont naître 5 enfants, dont 3 rois, s'il vous plaît, Clotaire III, Childéric II et Thierry III. Je parlais de la Vita Sanctae Bathildis. Il y a un autre écrit qui nous donne quelques renseignements sur cette reine, c'est la chronique de Frédéguer, qui la décrit comme une reine sage et cultivée. Elle s'emploie, dit-on, à soutenir l'Église, à venir en aide aux plus démunis. Quant à la Vita, elle nous indique qu'elle prend effectivement soin des prêtres et des pauvres, qu'elle nourrit les nécessiteux, qu'elle vêt les démunis, qu'elle fait don de larges sommes à l'Église, qu'elle fonde des couvents, des monastères. Elle s'entoure de conseillers clercs, parmi lesquels son aumônier, Genès de Lyon, qui deviendra évêque, les évêques Crodobert, Saint-Ouen, Saint-Éloi, entre parenthèses plusieurs saints. Vous voyez à quel point l'Église, en quelque sorte, s'immisce, s'infiltre dans les milieux du pouvoir à l'époque. Ce qui va donner à la vie déjà très inhabituelle, c'est vrai, de Bathilde d'un relief hors du commun, c'est qu'elle est très vite veuve, et que ce veuvage la place dans une situation assez unique pour une femme de cette époque, celle du pouvoir direct. En effet, à la mort du roi, on est donc en 657, c'est elle qui va exercer la régence en attendant que le petit Clotaire III soit en état de régner. Vous écoutez Radio Classique. Bathilde administre le palais elle-même, et pour ce qui regarde ce vaste territoire, toute cette Neustrie, la Bourgogne, elle s'entoure de conseillers éminents. Je vous ai déjà parlé de Saint-Ouen, de Saint-Éloi. On voit Bathilde œuvrer à la stabilité du royaume. Alors, elle fait ça pour ses fils, bien entendu, notamment pour le petit Clotaire.
Elle œuvre à l'organisation de l'aumône sur une très grande échelle. Elle va tenter de mettre fin à un certain nombre de pratiques qui, selon elle, et elle avait eu l'occasion d'observer ça déjà dans l'ombre de son défunt mari, qui, selon elle, déstabilisaient la société. Notamment la pratique de la simonie, qui était extrêmement répandue à l'époque. Qu'est-ce qu'on appelle la simonie? C'est tout ce qui consiste à vendre les sacrements de l'Église, les charges religieuses, les biens du clergé également. On faisait une espèce de commerce de religion à l'époque, et ça, elle va vraiment se battre contre ça. Et puis elle fait supprimer la capitation. La capitation qui était un impôt qui se payait par tête d'habitant. Vous allez me dire pourquoi? Ça pouvait sans doute renflouer les caisses de cet État qui n'en était pas encore un tout à fait. Mais oui, mais il se trouve que l'impôt en question étant calculé en fonction du nombre d'habitants par foyer, par feu, comme on disait à l'époque, il y avait des familles pauvres qui préféraient tuer de petits-enfants, et notamment les filles de préférence, plutôt que de payer un impôt qui finirait par les ruiner. Et Bathilde avait observé ça. Sans doute même avait-il eu l'occasion d'assister à des scènes extrêmement dures. Et c'est pour éviter ce genre d'excès qu'elle va mettre fin à la capitation. Et d'ailleurs, elle fait libérer un grand nombre de prisonniers fiscaux. Ça rend toujours populaire, hein. Peut-être qu'une partie de la popularité de la reine Bathilde dans le cœur de ses sujets tenait à ce genre de décision. Elle va interdire par ailleurs la vente des prisonniers chrétiens. Vous voyez d'où ça vient, ça? Ça revient à mettre fin à ce qui pouvait rester d'esclavage. Il ne faut quand même pas oublier que 1 siècle et demi, 2 siècles plus tôt, c'était les Romains qui étaient encore, qui régnaient encore. On était encore dans la Gaule gallo-romaine. Et le système d'esclavage à la romaine s'est maintenu, a plus ou moins persisté en dépit des interdits chrétiens. Car bien sûr que l'Église là-dessus ne plaisantait pas, mais elle interdit totalement qu'on puisse marchander les prisonniers. Elle liquide, si l'on peut dire, l'esclavage. Il faut vous dire qu'à l'époque, en Austrasie, alors donc plus à l'est, le règne de Childebert III l'Adopté est contesté par la plupart des grands barons, par tous les grands du royaume. Et pour conserver l'unité de ce qu'on peut appeler le regnum francorum, Bathilde va accepter que son second fils c'est Childéric, s'en aille régner sur l'Austrasie. Il va accéder au trône d'Austrasie alors qu'il n'a que 8 ans. Il le fait bien sûr sous la tutelle lui aussi d'un maire du palais qui s'appelle Wulfoald. C'est Wulfoald qui règne, et la Vita mentionne néanmoins l'influence de la reine sur la paix. Et vous l'aurez compris, grâce à ce genre de concessions et de succession un peu forcée, de succession dynastique un peu forcée, à l'unité du royaume. Enfin, et ce n'est pas la moindre des implications de Bathilde, elle va aider les monastères de Jouarre, de Jumièges, de Farmoutier, de Fontenelle. C'est très intéressant ça, parce que là encore, on se dit, très bien, elle a fondé des monastères, combien de reines en ont fait autant? Oui, mais voyez à quelle époque nous sommes. Nous sommes dans une époque où, dans cette partie-là de la chrétienté, parce que si l'on allait dans la péninsule italique, ce serait un peu différent, notamment, dans cette partie-là de la chrétienté, les monastères sont encore très peu nombreux, et c'est la grande période de fondation, justement. Eh bien, elle va faciliter ces fondations, la création de ces communautés religieuses. Elle est imprégnée de l'esprit de Saint Colomban. Ça ne vous étonnera pas quand vous connaissez ses origines, elle vient après tout des îles britanniques. Elle fait appel à des communautés qui sont issues de cette mouvance irlandaise, Luxeuil et Fontenelle, Farmoutier et Jouarre, je vous l'ai dit. Problème, Bathilde finit par se prendre au jeu, elle qui à plusieurs reprises avait demandé à se retirer. Elle voulait aller s'installer justement dans un monastère à Chelles. À l'époque, le maire du palais, Hébroin, ne veut même pas en entendre parler. Sauf que là, il commence à la trouver de plus en plus gênante. Il est vrai qu'elle s'appuie beaucoup sur un évêque qui est son confesseur et auquel elle finit par concéder une trop grande autorité. Il s'appelle le Brigand. Il va mal finir, celui-là, inutile de vous dire. Hébroin, dont l'ambition est immense, a du mal à supporter qu'elle ait tendance
à diviser pour régner, et notamment elle donne trop de pouvoir à ses yeux à l'évêque d'Autun, qui est l'évêque Léger, ou à celui de Paris, Sigebrand. Et tout ça fait que Hébron I commence à se lasser de cette reine. Dans des circonstances qu'il faut sans doute imaginer assez âpres, il va finir par la contraindre à se retirer finalement à Chelles-sur-Marne, dans ce monastère qu'elle vient de fonder. Preuve de la dureté de ce qui s'est passé, mais dont la chronique n'a pas laissé de témoignage précis, un de ses conseillers, donc le fameux évêque de Paris, Sigebrand, est assassiné. On est là aux alentours de 665. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le dernier acte politique connu de Bathilde au pouvoir date donc de 664 et concerne l'abbaye de Corbie qu'elle a fait fonder. Bathilde se retire de son côté à Chelles. Ce n'est peut-être pas elle qui a fondé Chelles. Il est probable qu'elle l'ait développé sur des bases qui existaient. En tout cas, elle a fait ça dès la mort de son mari. Vers 658-59, elle consacre la villa royale de Chelles à ce monastère placé sous la règle de Saint-Colomban, un de plus. Voyez donc qu'après avoir été esclave puis reine, elle devient maintenant simple religieuse. Elle se met sous l'autorité de l'abbesse Berthy, qu'elle a elle-même placée à ce poste. Berthy qui est une moniale qui vient de Jouarre. La reine se considère à ce moment-là comme une simple religieuse. Elle se met au service des sœurs, à la cuisine, elle travaille, elle fait vraiment partie des humbles travaux du monastère. Ça, elle renoue, si je puis dire, avec ses origines en le faisant, et elle le fait avec toute l'humilité de la chrétienne exemplaire qu'elle n'aura somme toute jamais cessé d'être. Elle s'adonne à la lecture des livres saints, à l'assistance des pauvres et des malades, et elle mourra d'un cancer le 20 janvier 680. Certains chroniqueurs retardent son décès d'un an et placent cette mort en janvier 681. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et son tombeau va être le lieu de miracles. Les religieuses vont garder avec dévotion les objets qui lui avaient appartenu et qu'il est encore possible pour certains de voir d'ailleurs, de voir à Chelles, au musée Alfred Bonneau. Il y a en 833, la translation du corps de la sainte dans l'abbatiale. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1983, et je cite pour le dire Marie-Christine Pénin, elle nous dit qu'en 1983, on a retrouvé son squelette et un certain nombre d'objets qui lui appartenaient. Et l'examen de tout ça, l'examen de tous les éléments trouvés dans la chasse a permis d'établir que Bathilde était âgée de plus de 40 ans au moment où elle meurt, qu'elle mesurait environ 1,60 m, qu'elle se lavait la tête avec de la camomille pour préserver sans doute ce qui avait été une blondeur naturelle et qui avait dû compter au nombre des attraits dont on l'apparait lorsqu'elle était si jeune, si jolie, si belle et que tout le monde voulait l'épouser. Alors, nous précise toujours Marie-Christine Pénin, l'état de grande fragilité de son manteau mortuaire a nécessité plus de 1000 heures de travail pour réussir à le déplier et l'analyser, permettant d'identifier la technique de tissage ainsi que sa couleur d'origine. Il était en soie d'une teinte rosée, très à la mode à l'époque. Ce grand manteau était maintenu par une fibule. Il a été reconstitué à l'identique et il est présenté lui aussi au musée Alfred Bonneau de Chelles. Il y a de nombreux cultes qui se sont développés autour de Bathilde, centrés autour de l'abbaye de Chelles, dont les princesses carolingiennes étaient devenues abbesses par la suite. Elle a été canonisée, elle est devenue, vous l'avez compris, Sainte Bathilde au XIe siècle. C'est le pape Nicolas II qui l'a faite Sainte Bathilde. En 1402, une abbesse, elle s'appelait Agnès de Neuville, a institué la donnée Sainte Bathilde. C'était un grand acte de charité qui ne s'est d'ailleurs interrompu qu'au moment de la Révolution. Il a repris sous la monarchie de Juillet cette donnée Sainte Bathilde, dont le but à l'époque était de répondre au dénuement des campagnes. Nul doute que l'intéressé aurait largement approuvé une telle initiative. Vous écoutez Radio Classique.